Cosa Vostra. En gros, c'est la mission en fait d'Alibaba dans le monde, c'est de faciliter la relation commerciale entre les acheteurs et les vendeurs, quelle que soit la situation géographique. Mais l'idée pour ça, c'est de pouvoir faciliter cette relation via des plateformes technologiques, comme on vient de le dire, ou des solutions technologiques, mais aussi, comme tu dis, le côté culturel et humain. Donc, quand on ouvre nos bureaux en France, donc on s'est dit la première chose, c'est d'avoir en fait des gens qui puissent être prêts auprès des marques et des decision makers. Allez, je fais mon anglicisme. Des decision makers pour pouvoir effectivement leur faire comprendre comment aborder un consommateur qui est si différent finalement, mais qui quelque part montre les grandes tendances du consommateur dans le reste du monde. Tout ce qui se fait, tout ce qu'on vient d'expliquer par exemple par rapport aux marques de luxe, c'est quelque chose ensuite qu'ils peuvent déployer d'une autre manière, mais qu'ils peuvent déployer en termes d'objectifs dans d'autres pays. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier, un épisode que j'attendais depuis longtemps puisque je reçois aujourd'hui Laura Fauduc. Salut Laura. Salut, bonjour. Laura Fauduc, ça s'écrit P-H-O-D-U-C. Laura est directrice marketing et communication d'Alibaba France. Et ça fait longtemps que je voulais faire un épisode sur Alibaba, la galaxie Alibaba, tous les outils à disposition des commerçants et e-commerçants pour comprendre comment appréhender justement ces outils et surtout comment lancer sa marque en Chine, en Asie du Sud-Est et dans d'autres pays via AliExpress par exemple. Laura, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci. Et bienvenue sur le Panier. J'entre dans le vif du sujet. On sort à peine du... Alors, on en a discuté en préparant cet entretien, mais il y a différentes manières de le dire, je crois, du Double 11 ou du Global Shopping Festival. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'est vrai, c'est la 12e édition cette année qu'on célèbre donc le Double 11, historiquement connu comme le Singles Day, qui est une fête nationale en fait en Chine, qui était pour les célibataires. Donc c'est assez facile, c'est parce que c'est le 11 novembre, c'est 1-1-1-1. Je dois avouer un truc. Quand on dit que c'était le Double 11, j'ai pas compris que c'était le 11-11. Donc c'est en le voyant écrit que je me suis dit ah d'accord. Oui, c'est vrai que c'est assez visuel quand tu le vois le logo et c'est ça, c'est 1-1-1-1-1. Donc c'est assez facile à voir. Historiquement le Singles Day. Voilà, historiquement, le Singles Day, c'est une fête nationale donc en Chine pour les célibataires, donc les gens seuls. Et Alibaba a pris cette opportunité pour en faire une journée au début, donc il y a plus de 12 ans maintenant, une journée commerciale, on va dire, un peu promotionnelle pour que les gens puissent profiter de cette journée, prendre soin d'eux-mêmes puisqu'ils sont célibataires et seuls. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est devenu tellement énorme qu'aujourd'hui on l'a rebaptisé le Global Shopping Festival puisque c'est vraiment quelque chose qui est maintenant qui a des dimensions assez importantes dans le monde et pas qu'en Chine. On le voit depuis 2-3 ans, ça s'internationalise pas mal et donc c'est devenu le Global Shopping Festival et on vient juste de finir notre édition 2020. Donc c'est du 1er novembre au 11 novembre, une dizaine de jours, c'est ça ? Alors c'est la première année où on fait ça, puisque toutes les autres éditions se passent sur 24 heures. Ça commence à minuit le 11 novembre et ça se finit le 11 novembre à minuit le soir. Voilà. À 23h59 quoi, une minute plus tard, ok. Ça prend quoi comme forme ? Qu'est-ce qui se passe pendant le Global Shopping Festival ?
Alors pour nous, c'est vraiment une année, un événement en fait unique. C'est le moment où on travaille en fait avec beaucoup de partenaires, de marques, de clients pour pouvoir apporter une vraie expérience aux consommateurs chinois. Parce que là-bas, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que l'acte d'achat est un acte de divertissement, on va dire ça comme ça, et encore plus particulièrement cette année. C'est pour ça qu'on a étendu la période, on va dire, du Double Eleven pour une meilleure expérience aussi pour le consommateur. Et c'est le moment pour eux, effectivement, de profiter de toutes les innovations dont les marques peuvent faire preuve, que ce soit des innovations technologiques avec du gaming, on va dire virtuel, avec de la 3D, etc. Mais aussi physique, puisque on parle aussi beaucoup d'innovation dans les magasins, puisque c'est ce qu'on promeut aussi chez Alibaba, le New Retail, mais aussi des innovations marketing. Donc beaucoup de live streaming. Donc en Chine, les gens sont très sur leur mobile. Donc il y a beaucoup de choses qui se font aussi par rapport à ça, à des jeux auxquels ils peuvent prendre part pendant des périodes en fait qui précèdent les journées d'achat. Donc alors, on y viendra un peu plus tard, mais je te poserai effectivement la question des grandes tendances conso sur le marché chinois. Et le live streaming m'intéresse beaucoup. Donc ce Double Eleven cette année, cette édition, c'était vraiment, on l'a clôturé il y a à peine 2 jours. Enfin, pour moi 24 heures, je sais plus avec les décalages horaires combien. Et vraiment, c'est pour nous l'occasion effectivement de mettre en œuvre tout notre écosystème. Donc toutes les plateformes et toutes les possibilités qu'offre Alibaba pour les marques partenaires pour pouvoir promouvoir leurs produits ce jour-là. Et on a terminé cette édition en faisant 74,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires en fait de volume de transactions sur nos plateformes. Sur l'ensemble des plateformes, c'est ça ? Exactement, sur l'ensemble. Donc on va arrondir à 75 milliards, ce qui est énorme en l'espace de 10 jours. J'ai trouvé en cherchant un peu que vous aviez fait 37 milliards l'année précédente, c'est ça ? Donc on a doublé. Alors l'année précédente, comme c'était sur 24 heures, effectivement, c'était un peu différent, mais comparativement, c'est sur une même période, c'est plus 26%. On a fait. Ouais, c'est énorme. Ok. C'est assez impressionnant. Les chiffres en Chine sont toujours très très impressionnants. Et du coup, quel est le... Alors non, pardon, je reviens juste en arrière sur un truc que tu as dit qui est intéressant. Tu dis l'acte d'achat en Chine est un acte de divertissement. C'est ce qu'on appelle, enfin pour eux, l'achat est un vrai divertissement. C'est toute l'expérience. Ça n'est pas que la transaction. C'est toute la partie où ils se renseignent sur le produit, où ils commencent à regarder des informations sur la marque, l'histoire de la marque. C'est quelque chose de très important. Donc c'est pour ça que il y a beaucoup de contenu en fait qui est produit par rapport à ça. Et c'est comme ça qu'on aide aussi les marques françaises à comprendre comment en fait ils doivent se commercialiser en Chine. C'est un point important de comprendre aussi pourquoi Alibaba a autant d'activités de plateformes. Juste un point là-dessus, parce que c'est vrai qu'on est assez connu pour nos marketplaces, nos plateformes en fait de commerce en ligne, que ce soit Tmall, Taobao, qui sont principalement des plateformes adressées aux consommateurs chinois, ou AliExpress que tu as mentionné un peu plus tôt, qui est une plateforme qui est ouverte dans 200 pays, dont la France. Donc c'est une activité sur laquelle on est très connu, mais à côté de ça, on a énormément d'autres activités, puisqu'on a des magasins physiques, par exemple. On a Freshippo, qui est notre magasin de proximité. On a également des départements. Uniquement en Chine ? Uniquement en Chine pour les Freshippo, effectivement. D'accord. Quand tu dis magasin de proximité, c'est alimentaire ? C'est alimentaire, oui. Okay. C'est alimentaire et c'est un peu le Monoprix du coin, quoi. Et il y en a combien ? Alors aujourd'hui, je veux pas te dire de bêtises. Mais pour avoir un ordre de grandeur, pardon, c'est. Alors moi, je me sais que quand quand je suis arrivée chez Alibaba en 2016-2017, on en avait 400. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a plus de 1000. On doit en avoir un peu plus de 1000. 1000 voire 1005 peut-être. Ça va assez vite. C'est ça qui est beau en Chine, l'accélération. Et au-delà de ces activités, oui, j'allais dire, il y a aussi les activités on va dire les plateformes en fait pour conduire ce contenu, que ce soit des plateformes de streaming vidéo. Live streaming étant un point très important aussi des tendances en Chine, donc comme Youku, mais on a aussi streaming donc de musique. On a aussi des plateformes en fait
Booking pour le voyage comme Fliggy. Et toutes ces activités, en fait, sont centrées sur le parcours en fait du consommateur chinois en général. C'est pour ça que c'est important et que leur acte, on va dire, d'achat, c'est au-delà de ça, c'est de l'entertainment, vraiment. C'est ce qu'on appelle le shopper entertainment. Pour revenir au Global Shopping Festival, au Double 11, tu m'as dit donc en préparant cet entretien qu'il y a 450 marques qui ont dépassé les 15 millions de dollars de GMV, de ventes sur les différentes plateformes. De volume de transactions. Exactement. On a plus de 450 marques, qui ont dépassé ce cap. Cette année, on a eu 250 000 marques quand même qui ont participé à notre édition. Et pas que des marques asiatiques et chinoises, j'imagine. Non, on avait beaucoup de marques internationales, beaucoup plus cette année. On avait 2600 nouvelles marques internationales qui participaient et pas mal de marques de luxe aussi, puisqu'on a à peu près 200 marques de luxe qui ont participé à cette édition et pour certains pour la première fois, on va dire, comme Cartier ou Prada ou même Balenciaga. C'était leur premier Double 11. Christophe en France aussi. D'accord. Tu m'as parlé aussi de Chanel et Dior en préparant l'entretien. Et surtout, on a recherché une information avec toi, Laura, parce que ça nous semblait incroyable. Mais Cartier a vendu un collier, un necklace, un collier à plus de 5 millions de dollars sur la plateforme, enfin sur l'une des plateformes, en passant par un live streaming à près de 800 000 personnes. C'est assez incroyable. Voilà. 2600 nouvelles marques internationales, c'est ce que tu as dit? Tout à fait. C'est là où je pense que Cartier, par exemple, pour rebondir sur ce que tu disais et ce qu'on regardait, Cartier est une marque qui effectivement qui a complètement innové dans sa façon de marketer pour le Double 11. Ils ont d'abord, c'est au-delà du promotionnel, les marques de luxe font souvent des produits exclusifs pour le Double 11. Donc là, c'était ce collier comme produit majeur, et ils construisent en fait tout leur plan de communication autour de ces grandes tendances qui est en fait l'entertainment, le divertissement, le live streaming, la possibilité pour les gens d'interagir sur ce produit avant de pouvoir effectivement l'acheter pour l'heureux élu qui a eu ce merveilleux collier à 5 millions et effectivement de jouer le jeu par rapport au consommateur chinois sur ce qu'il attend en fait de cette expérience au Double 11. Est-ce que, juste pour comprendre un petit peu plus les flux, ce sont des marques internationales qui vont vendre vers la Chine? Ces 75 milliards de dollars c'est du volume d'affaires en Chine? C'est des transactions. Alors, c'est pas que en Chine. C'est en Chine, en Asie du Sud-Est en général, et même international. C'est des transactions qui sont comptabilisées effectivement sur nos plateformes. Donc, comme tu le disais, effectivement, on a aussi des plateformes comme Lazada qui, depuis maintenant, ça doit être la 2e ou 3e année, qui participe au Double 11 et qui distribue dans des pays comme le Vietnam, les Philippines, l'Inde, etc. Donc, vraiment, ça s'internationalise de plus en plus, ça. D'accord, mais sur les 75 milliards, j'imagine que c'est quand même une grande partie sur la Chine et l'Asie du Sud-Est, c'est ce que tu me dis? Oui, ça reste quand même. En termes de flux, d'accord, hyper intéressant. Je te posais la question du luxe en préparant cet entretien parce que nous on a des clients dans l'horlogerie, haute horlogerie, et c'est vrai que c'est des sujets qui nous passionnent et que certaines marques appréhendaient, je pense. Alors le e-commerce de manière générale, et puis ensuite je trouve ça assez exceptionnel de la part de Cartier, par exemple, de faire un produit exclusivement pour le Double 11, pour le Global Shopping Festival. Ça montre une certaine maturité de cette approche du marché chinois. Oui, je pense que le luxe aujourd'hui, alors plus de 30% en fait de leur chiffre d'affaires, les consommateurs chinois représentent aujourd'hui plus de 30% en fait de leur clientèle, on va dire. Je crois que c'est une étude McKinsey qui soulignait ça. Et quand j'ai rejoint Alibaba il y a à peu près 4 ans, c'est vrai qu'il n'y avait pas de plateforme pour les marques de luxe en fait spécifiquement, et on a créé en 2017 en fait le Luxury Pavilion, qui est en fait un écrin dans lequel on accueille justement ces marques de luxe pour qu'ils puissent créer leur propre univers, utiliser tous les outils qu'on leur met à disposition. Donc là, pour eux, c'était aussi une nouvelle façon de recréer l'expérience. Ils sont quand même très forts pour créer une expérience en magasin, et c'était pour eux l'opportunité de recréer cette expérience de manière virtuelle. Donc Valentino, par exemple, a ouvert leur magasin à l'époque avec une visite
en 3D de leur store sur la plateforme de Luxury Pavilion. Donc tu pouvais y entrer comme tu pouvais rentrer dans un magasin, mais tu rentrais sur leur site en 3D. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont faites et sur laquelle les marques... qui est hébergé chez Timo, là, on est d'accord? Tout à fait, exactement. Ouais. Luxury Pavilion. Donc et depuis beaucoup de choses ont été développées, mais c'est vrai que pour les marques de luxe, je pense que ça a été aussi un accélérateur pour eux de pouvoir travailler sur un marché où le consommateur chinois est aussi beaucoup plus ouvert. Déjà, il est très mobile, il est mobile only. Lui, enfin, les milliards de Chinois, en fait, tout se passe par leur mobile. Donc, ça passe. C'est quelque chose aussi pour lesquels les marques, toutes les marques, et même celles de luxe, devaient s'adapter. Et aussi, comme on vient de le souligner, toute la partie aussi divertissement dans l'achat, dans le parcours d'achat en fait du consommateur, auquel ils doivent s'adapter. Et c'est l'expérience aussi. Alors, ce qui est drôle, moi, je soulignerais, c'est ce qu'on appelle nous la spécificité de dire aujourd'hui le challenge en Chine, c'est d'amener le consommateur chinois de son mobile à un point physique en fait, et pas l'inverse comme on a souvent dans les pays occidentaux. On se dit c'est plutôt amener les gens du magasin physique vers leur mobile. Et dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est encore plus intéressant de voir comment effectivement cette pandémie a accéléré ce genre de digitalisation dans l'entreprise. D'accord, de passer du drive to store, du store to drive, quoi. Enfin, du store to mobile ou store to. Ouais, du virtuel, ouais, alors ce qu'on dit plus classiquement ici, de l'omnicanalité ou du off au on, etc. Mais c'est vrai que là-bas, ce n'est même plus un sujet puisque le consommateur chinois, lui, n'a absolument pas cette notion. Et un écosystème comme Alibaba, où tu as à la fois des plateformes mobiles, mais également des magasins physiques, des department stores, des centres commerciaux, pardon, c'est effectivement dans notre ADN, en fait, de penser tout le parcours d'achat de manière complètement fluide. Par rapport aux consommateurs. Et c'est là où des entreprises françaises, quand elles s'exportent vers la Chine, elle a aussi toute une montée en puissance sur la façon dont elle doit se digitaliser et se transformer pour pouvoir répondre à cette attente. Et alors je saute un peu en avant, on reviendra en arrière tout à l'heure, mais c'est pas facile d'appréhender le marché chinois et toutes les options offertes par les tendances conso et les marques d'Alibaba. Comment est-ce qu'une marque française peut faire pour entrer sur le marché chinois? Appréhender le marché, est-ce que vous les assistez, vous les onboardez sur le... Alors, comme je te disais, quand on préparait, si j'avais une formule magique à leur donner, je leur donnerais volontiers. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque voilà, les consommateurs chinois, comme dans le reste du monde, restent des consommateurs voilà, qui changent. Mais en plus, il y a un facteur pour moi qui est important en Chine, c'est la vitesse à laquelle les choses se font. Maintenant, pour revenir à ta question, Alibaba, en fait, a commencé à se globaliser il y a 5 ans. Il y a seulement 5 ans, moi je dirais, qu'on a ouvert nos bureaux en France. On va fêter nos 5 ans dans une semaine. Et donc, en gros, c'est la mission en fait d'Alibaba dans le monde, c'est de faciliter la relation commerciale entre les acheteurs et les vendeurs, quelle que soit la situation géographique. Mais l'idée pour ça, c'est de pouvoir faciliter cette relation via des plateformes technologiques, comme on vient de le dire, ou des solutions technologiques, mais aussi, comme tu dis, le côté culturel et humain. Donc, quand on ouvre nos bureaux en France, donc on s'est dit la première chose, c'est d'avoir en fait des gens qui puissent être prêts auprès des marques et des decision makers. Allez, je fais mon anglicisme. Des decision makers pour pouvoir effectivement leur faire comprendre comment aborder un consommateur qui est si différent finalement, mais qui quelque part montre les grandes tendances du consommateur dans le reste du monde. Tout ce qui se fait, tout ce qu'on vient d'expliquer par exemple par rapport aux marques de luxe, c'est quelque chose ensuite qu'ils peuvent déployer d'une autre manière, mais qu'ils peuvent déployer en termes d'objectifs dans d'autres pays. Ceci étant dit, nos équipes, effectivement, en France, aujourd'hui, on est à peu près presque une cinquantaine maintenant. On a plusieurs profils. Un des profils qui est important pour accompagner les marques en Chine, ce sont des profils qui peuvent expliquer cet écosystème, ces grandes tendances consommateurs. Donc alors, si je te prends l'exemple du secteur dans lequel j'ai bossé longtemps, qui est la cosmétique, la cosmétique et le luxe. Donc, tu dois prendre en compte tout d'abord la partie, on va dire, certification, licence, plus voilà du marché, ça c'est une chose. Mais tu dois comprendre aussi quelles sont les attentes d'un consommateur chinois par rapport à ta catégorie.
et comprendre comment ta marque peut émerger. Ce qui est important, c'est installer ta marque en Chine. Donc, la faire connaître des Chinois, c'est une première chose. Et comme ils sont très mobiles et très social, pour dire même qu'ils sont que mobiles et que social, pour eux, c'est pas, tu ne fais pas d'une campagne, on va dire, de branding de la même manière. Donc c'est là où c'est intéressant de travailler aussi avec nos équipes qui sont ici en France, qui a cette double culture et qui peut les aider à comprendre ça. Ensuite, il faut que tu trouves un partenaire sur place ou que tu t'organises et que tu aies une équipe. Si tu es une grande marque comme L'Oréal, forcément, tu as des équipes locales, régionales qui peuvent gérer les choses. Quand tu es une plus petite marque comme Christophe, par exemple, effectivement, ou l'artisan parfumeur, tu as peut-être pas toute une équipe sur place, donc tu dois avoir un partenaire qui puisse t'aider, ne serait-ce que pour la compréhension culturelle, la traduction de tes fiches produits, etc. Et une fois que tu as tout ça en place, tu commences à effectivement te lancer sur nos marketplaces. Donc les grosses marketplaces en Chine, c'est Taobao ou Tmall. Tmall Global pour les marques aussi internationales. Et ça, c'est important puisque si tu regardes en France, la logique en fait de vendre sur une marketplace, elle est assez récente. Il y a encore 5-6 ans, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de marketplace à disposition, on va dire, pour vendre à l'international, sur lesquels les entreprises françaises étaient. Donc maintenant que je t'ai expliqué cette partie aller vers la Chine, il y a beaucoup plus derrière, mais je pense que si tu veux, on peut rentrer un peu plus dans les détails. Il y a l'autre chose qui est de se dire, ces marketplaces, elles existent, comme je t'expliquais, mais pour le reste du monde. Donc, on a une marketplace qui est AliExpress, qui est présente dans 200 pays. Donc, une fois que la marque française, par exemple, rentre sur cette marketplace, elle peut être distribuée sur ces 200 pays, bien sûr, selon sa stratégie. Donc ça, c'est une autre partie de l'équipe chez Alibaba France, qui est arrivée il y a à peu près 2 ans et qui aide du coup les marques françaises maintenant à s'intégrer sur cette marketplace particulière. Donc on a déjà une marque de Auchan, Keylive, qui est déjà qui distribue déjà sur cette marque et qui a participé au Double 11, qui ont fait un live streaming pour l'occasion et qui vont déjà sur cette plateforme. Donc ça, c'est une autre partie aussi de mission qu'on a chez Alibaba dans nos équipes ici. Et dans les équipes ici, ok. Ouais, dans les équipes ici. Et donc on fait du conseil, comme tu disais, on les accompagne et on met en place avec eux leur déploiement sur cette marketplace. Ouais, mais on ne fait pas que ça. Alors c'est là où quand on préparait, c'est non, on ne fait pas que ça, puisqu'on a des équipes qui accompagnent aussi sur les moyens de paiement. Alors cette année est en particulière, mais il faut se souvenir quand même que, et on espère que ça va reprendre, on a plus de 2 millions de touristes chinois qui arrivent en France tous les ans. Et ces touristes chinois, ce sont des consommateurs qui ont d'autres habitudes, comme on vient de le dire, qui ont d'autres façons de faire les choses. Et du coup, on a toute une équipe qui aujourd'hui travaille avec des marques françaises, des boutiques aussi et des restaurants pour pouvoir intégrer la partie paiement mobile, donc Alipay. Donc on a des équipes qui sont dédiées à ça. Et assez rapidement, je te dirais, quand tu englobes tout ça, bien sûr qu'on a des équipes d'Alibaba Cloud, qui est notre partie tech et innovation, qui sont présentes ici et qui accompagnent les entreprises dans leur transformation. Parce que tout ça nécessite quand même une adaptation assez majeure. Un peu d'accompagnement surtout. Oui, accompagnement. Mais aussi, vas-y, pardon, excuse-moi. Juste par ça, mais aussi technique par rapport au fait que s'ils veulent vendre en Chine, il y a quand même beaucoup de plateformes qui sont très différentes et une infrastructure technologique différente en fait là-bas. Donc c'est vrai que les entreprises françaises doivent aussi appréhender à la fois la partie marketing consommateur, mais aussi la partie technologique et s'adapter aussi à cet environnement. Voilà. Ça nécessite beaucoup d'adaptation ? Alors technologique, pardon, pour rester sur ce point. Oui, d'accord. Parce que je veux dire, technologique, en termes de performance, on va dire, oui, il faut être à un certain niveau. Et je dirais même en termes de logistique pour la partie e-commerce, puisque tu vas jusqu'à la livraison du colis quand même. Mais technologiquement, oui, assez, puisque tu dois quand même distribuer sur une plateforme où aujourd'hui, on a plus de 960 millions de consommateurs actifs sur la plateforme. Donc ça donne une dimension, tu vois, de la performance technologique que tu dois aussi pouvoir assurer et qui nécessite que tu sois un peu rodé quand même, je pense, je veux le dire. Ça nécessite aussi d'appréhender de nouveaux réseaux,
puisque les réseaux, il y a les réseaux que peut-être les marques en Europe occidentale utilisent, sont pas forcément accessibles depuis la Chine. Alors, tu parles, tu parles des réseaux sociaux, tu parles plutôt des plateformes. Oui, pardon, oui. Oui, bah oui, évidemment, le panorama là-bas est légèrement différent sur les usages et sur les plateformes. Tu as là-bas effectivement Youku, par exemple, qui est notre plateforme de la vidéo, de streaming vidéo. C'est pas, voilà. C'est une autre plateforme. Mais en fait, oui, ce sont d'autres plateformes. Oui, il faut que tu les connaisses. Oui, c'est technologiquement différent, mais ça reste quand même, je pense, en termes d'appréhension, un peu une logique de consommateur au centre de tout ça et de comment ils consomment les contenus sur ces plateformes-là. Mais tu as raison, il faut quand même une certaine adaptabilité et puis une connaissance quand même du connaissance de la culture. Pour revenir aux tendances conso, donc tu l'as dit plusieurs fois, exclusivement mobile. Enfin, tu te reprenais en disant en fait uniquement mobile. On parle d'un 60-40, un 70-30 ou un 90-0, 90-10 pardon. Moi, je dirais carrément un 99-1. C'est-à-dire qu'en fait, même là-bas, alors c'est vrai que c'est pour l'anecdote, mais clairement, dans les marchés, les gens payent avec leur mobile, même pour acheter quelques légumes. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas d'argent liquide qui circule. Donc, ton mobile devient une extension de toi. Tu peux booker. Alors, on le voit de plus en plus ici. C'est pour ça que je te dis le consommateur chinois, ça reste quand même pour moi un consommateur qui montre des grandes tendances qui vont s'internationaliser. En France aujourd'hui, alors ça a été accéléré avec la pandémie, mais l'utilisation des QR codes en Chine, c'est là depuis, pour moi, toujours quoi. Ça fait au moins 15 ans. Donc, et ils ne sont pas forcément passés par la case ordinateur, par exemple. Et même, tu vois, les personnes assez seniors ont tous un mobile et l'utilisent. Ne serait-ce, en fait, pour être très simple, moi quand j'arrive en Chine, je prends ma carte SIM. Si je n'ai pas de carte SIM pour pouvoir avoir mon mobile local, tu peux rien faire. Je ne peux rien faire, exactement. Je ne peux pas commander de taxi, je ne peux pas payer, je ne peux pas, je sais pas, même réserver mon hôtel simplement, ou même prendre, je te dis dans la rue, payer un fruit ou n'importe. Tu ne peux pas. Donc c'est assez incroyable. Je me souviens qu'on avait observé des tendances assez similaires en Afrique où en fait alors c'est pour d'autres raisons évidemment, mais la notion de compte bancaire, de carte de paiement, en fait, a été dépassée et sautée, en fait, court-circuitée directement par le mobile et le paiement mobile, parce que c'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup plus de mobile et de paiement mobile que de carte de crédit, par exemple, dans certains pays d'Afrique. Mais c'est pour d'autres raisons. Mais voilà, le parallèle, je le trouve intéressant. Donc l'importance du mobile, je comprends bien. Est-ce qu'il y a d'autres tendances conso ? Tu as parlé beaucoup de live streaming. Le live streaming qui fait partie en fait de la tendance pour moi du shop entertainment, comment faire du shopping et du divertissement. Aujourd'hui, en plus, encore une fois, je trouve, de manière assez accélérée, ça a mis en lumière ça. Donc, on a toujours connu le live streaming, je pense, pour plein de choses, pour faire, je sais pas, des cours de yoga ou des choses comme ça, mais du live streaming en termes de commercialisation de vente, c'est assez impressionnant. Je pense que pendant le Double 11, on en a organisé quand même pas mal de live streaming, beaucoup même. Je pense que pour AliExpress, ils ont fait un marathon, si je me souviens bien, de 10 heures de live streaming quand on a ouvert notre pop-up store en France il y a à peu près un mois, pour pouvoir montrer en fait les produits. Donc je te dis, dans le contexte où aujourd'hui on ne peut pas vraiment se déplacer, où on peut pas plus vraiment faire du shopping comme on voudrait, c'est une tendance qui a été encore plus, tu vois, accélérée. Donc tu as en fait des influenceurs, donc c'est assez important, qui te font la démo des produits, qui t'expliquent, qui la testent en réel, et ça génère des ventes derrière. Donc j'avoue que pour le Double 11, j'ai regardé le live streaming de Magic Johnson. Donc tu vois, c'est des choses comme ça. L'année dernière, on avait Kim Kardashian qui avait fait son live streaming pour des produits, pour ses produits également, pour son parfum. Mais c'est des choses pour lesquelles les gens en fait aujourd'hui ont une vraie appétence, parce que c'est de l'entertainment, parce que derrière il y a une vraie découverte aussi de l'histoire du produit, de l'expérience même du produit, et puis ça se socialise beaucoup. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait du live streaming, c'est du contenu, les gens se connectent, mais ils reprennent, ils discutent entre eux. Donc ça fait partie de cette notion de shop entertainment pour moi, qui a vraiment beaucoup émergé cette année.
T'en as beaucoup d'autres, mais c'est vrai que c'est une grande tendance importante. Alors, on a déjà parlé sur le panier avec d'autres acteurs, mais je pense que le live streaming, tu l'as dit, hein, ça fait longtemps que ça existe. Le live streaming avec des influenceurs qui font de l'influence sur du produit ou du placement de produit, ça existe aussi. Mais je pense que l'année qui vient ou les années qui viennent seront l'avènement du téléachat 2.0, parce qu'avec les plateformes permettent de plus en plus d'intégrer un flux produit et donc de faire un live stream dans lequel on peut directement acheter, cliquer. Je pense qu'on va voir ça apparaître ça partout. C'est déjà le cas sur. C'est ça. Nous, ça c'est déjà le cas depuis longtemps. Puis ça fait partie des choses en fait qu'on expérimente beaucoup en Chine. Mais il y a aussi, j'allais souligner, en plus de ce que tu dis, qui est du Sina Obana, je le vois, je l'achète, je le mets dans mon panier. En même temps, je peux regarder, en même temps que la personne parle et fait son live streaming, je peux regarder d'autres informations sur le produit, sur la marque, sur mon mobile en parallèle. Il y a multiscreen, hein. Enfin c'est sur la même fenêtre, mais tu vois tout en même temps. Mais il y a un truc qui est important que je veux souligner, c'est la partie communauté. C'est-à-dire que quand tu regardes un live streaming, les gens discutent entre eux, posent des questions, tu réponds, il y a des échanges qui se font que tu n'as pas dans un téléshopping 1.0 et que là tu as et qui est aussi une phase supplémentaire tu vois de socialisation. Je te ferai un exemple qui est un peu à côté mais qui est quand même important, c'est les live streaming qu'on a fait par exemple pour le musée du Louvre. Donc les gens ne peuvent plus voyager. Mais faire un live streaming de 2 heures pour que le consommateur chinois puisse découvrir le Louvre, c'est au-delà, tu vois, de pouvoir acheter, parce qu'ils pouvaient quand même acheter. Il y a une boutique qui est rattachée, où ils peuvent acheter des choses, mais c'est l'échange qu'ils ont eu avec celui qui faisait le tour, l'échange qu'ils ont eu entre eux aussi à commenter tout ce qu'ils voyaient pendant ces 2 heures de live streaming. Donc c'est un outil aujourd'hui de relation avec le consommateur qui va émerger pour être au-delà de ce que nous on peut penser entre guillemets de juste regarder une démo quoi. C'est intéressant, je n'avais pas connaissance de cette opération. Donc c'était un live stream du Louvre, hein, tu as dit. Le musée du Louvre, oui. Pendant 2 heures. Il y a eu combien de... Alors, tu te souviens de l'audience ou pas? Oui, la première minute, on a eu 380 000 personnes connectées. Tu vois, à chaque fois que je vais dire un chiffre, ce qui est drôle, c'est toujours hyper impressionnant, j'avoue. Et du coup, c'était quoi? Quelqu'un qui se baladait dans le musée et qui présentait les œuvres? Oui, alors on avait une personne une personne qui tenait un téléphone, une personne qui a un tour, une personne qui fait des tours là, et qui commentait les pièces essentielles en fait du musée du Louvre. Mais on l'a fait également au château de Versailles, par exemple. Et du coup, c'était connecté à la boutique? Alors où il y avait moyen de comment était fait le lien? Alors pour le musée du Louvre, oui, il y avait une boutique qui était rattachée, donc tu pouvais voir les œuvres et tu pouvais donc cliquer et voir en fait tous les produits de licence qui sont attachés à l'œuvre en question. Donc on a des grandes marques qui ont la licence en fait pour développer les produits par rapport à ça, donc L'Oréal par exemple ou d'autres marques qui peuvent développer en fait des produits autour de alors je te donne un exemple, hein, c'est pas un vrai exemple, mais de Mona Lisa ou d'autres licences du Louvre. Le château de Versailles, par exemple, ça n'était absolument pas connecté à une boutique. Donc, les gens pouvaient booker leur ticket pour un jour quand ils peuvent revenir, mais il n'y avait pas de boutique de produits. En revanche, ces 2 heures de live streaming au château de Versailles, ça leur a permis de garder la relation avec les touristes chinois et d'avoir aussi de garder cet échange pendant cette période où effectivement c'est beaucoup plus compliqué. Et les gens pouvaient effectivement directement pendant qu'ils regardaient le live streaming poser des questions sur voilà les possibilités de visiter, les possibilités d'hébergement autour du château de Versailles ou des choses comme ça. Ok. Dernier point sur les tendances conso que je voulais aborder, on en a déjà parlé aussi avec un autre invité, mais je suis certain que tu pourras apporter un éclairage en plus, c'est le social shopping, qui est très en avance. J'ai reçu récemment Joli Moi, qui est une belle start-up française autour des cosmétiques et qui marche sur un modèle de social shopping, pardon, avec des ambassadeurs qui ont leur propre catalogue produit, peuvent faire de la revente. C'est un peu la vente Tupperware 2.0. Je crois que la Chine est très très en avance sur le sujet. Alors, elle est très en avance sur le sujet et du coup, on le déploie avec AliExpress Connect, qui est en fait une plateforme, où on veut connecter justement des influenceurs ou des personnes et des marques pour pouvoir vendre leurs produits et pouvoir faire ce genre de social shopping, de mettre en œuvre ce genre de social shopping.
Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel la Chine est avancée, puisque ça part du fait aussi que on a beaucoup d'influenceurs qui font du live streaming qui permettent en fait de promouvoir ça. Et comme je te dis, au-delà de voir le social shopping, c'est comment tu échanges en fait pendant le live streaming et donc comment tu promeus ces produits. Et cette plateforme, pour revenir sur la plateforme d'AliExpress Connect, c'est une plateforme où effectivement on met en connexion, ce qui revient à notre mission principale, c'est de faciliter aussi cette relation commerciale. Donc on met en connexion des influenceurs ou des nano-influenceurs avec des marques et des petites entreprises qui ont des produits à diffuser. Et effectivement, ça crée en fait cette espèce de dynamique où chacun peut utiliser ses réseaux sociaux pour pouvoir promouvoir des produits, les recommander, les tester, etc., etc. Ok. Merci. J'aimerais qu'on. Alors, on a cité pas mal de noms, mais est-ce qu'on peut dresser un tableau d'ensemble de l'écosystème Alibaba, peut-être sur la partie B2B, sur la partie B2C, ce qui est plutôt à destination de la Chine, à destination du monde, ce qui est plutôt place de marché ou centre commercial. Est-ce que tu peux nous guider à travers les différents Oui. Alors, je vais essayer j'essaie de te structurer ça. C'est vrai que l'écosystème est très large. Le point essentiel pour moi dans cet écosystème chez Alibaba, c'est qu'il faut te souvenir, Alibaba, c'est vraiment un groupe qui est là qui met le consommateur ou le client au centre de son écosystème et qui est un acteur en fait technologique et commercial par rapport à ça. Donc, on a nos activités, comme tu viens de le dire, dont on a beaucoup parlé, qui sont les plateformes de commerce en ligne. Donc les plateformes principales du groupe qu'on a citées, c'est Taobao, Tmall, AliExpress. Mais on a également en fait toutes nos activités digitales et de divertissement. Donc ça, ce sont tous les tuyaux, on va dire, pour pouvoir diffuser le contenu, que ce soit Youku pour la vidéo, que ce soit Alibaba Music pour la musique, Alibaba Picture pour la distribution de films ou la production de films, etc. On a un troisième pan qui est l'activité en fait plus de services locaux. Donc tout ce qui est par exemple la plateforme en fait de réservation de voyage Fliggy, mais également Freshippo par exemple les magasins de proximité. Il y a voilà, et ça fait 3 activités principales, on va dire 3 blocs d'activités où dedans on a plusieurs plateformes, plusieurs services, plusieurs on va dire même boutiques ou centres commerciaux. Pour faire en sorte que cet écosystème fonctionne, on a des activités, ce qu'on appelle nous les activités transverses, qui sont les solutions de paiement. Donc, on a parlé de Ant Financial et d'Alipay. On a la partie de logistique avec Chinao, qui nous permet en fait de livrer tout ça. Pendant le Double 11, juste pour faire une parenthèse dessus, parce que ce chiffre est quand même hyper impressionnant, c'est plus de 2,90 milliards de colis qui vont être livrés grâce au Double 11. Donc, Attends, 2,9 milliards, hein, presque 3 milliards de colis expédiés? C'est ça, par rapport au domaine. C'est quand même, voilà, c'est une belle prouesse d'y arriver déjà. 2,3 milliards voilà, de produits à livrer. Donc, je crois que c'est vraiment impressionnant. Il me semble, l'équivalent d'une année entière de colis qu'on a livrés en 2010, un truc comme ça. Une année en l'espace de 11 jours. Voilà. Donc cette arme, en fait, ce bras logistique de cet écosystème, donc entre le paiement, la logistique, on a la partie technologique avec Alibaba Cloud, tout ça faut que ça fonctionne, et on a la partie plus marketing et médias qui est Alimama, qui permet en fait de pouvoir commercialiser, on va dire tous les points de contact de cet écosystème. Donc tu vois, on a vraiment. Si je reviens sur Alipay et On Financial, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors sur Alipay, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle nous une application lifestyle. Donc quand tu comprends un peu cet écosystème, c'est que quand tu ouvres Alipay, c'est pas que pour la transaction finale du paiement, puisque tu peux réserver en fait ton taxi dessus. Tu peux aussi faire de l'achat. Alors pendant le Double 11, toutes les transactions qui sont comptabilisées passent par Alipay. Ça te permet par exemple d'avoir effectivement des microcrédits avec Ant Financial quand tu es une entreprise, par exemple sur les plateformes B2B.
parce qu'on n'a pas parlé d'Alibaba.com qui est la plateforme B2B, mais Alipay on Financial permet en fait de faire ce tiers partie de confiance et permet également de faire du microcrédit dessus. Donc, mais c'est intéressant, tu présentes Alipay comme une application lifestyle. Alors t'as Ant Financial qui est la banque, et la partie Alipay qui est la partie mobile, qui est une une application lifestyle, qui est beaucoup plus que juste le paiement. C'est pas simplement du paiement et de personne à personne ou de transactions, c'est ça? C'est ça, c'est pour ça que quand on le déploie en France, par exemple avec les acteurs français avec qui on travaille, que ce soit dans les restaurants, dans les boutiques, ce qu'on leur explique, ce qui est important, c'est de se dire c'est un point de contact avec ton consommateur, même avant qu'il arrive en France. Et une fois qu'il est en France, il ouvre Alipay pour, je te dis, par exemple, commencer son taxi. Donc il peut voir aussi quels sont tous les points de commerce aux alentours dans lesquels Alipay est accepté et dans lesquels il peut aller. Donc ça reste un point de contact privilégié vraiment pour eux. Est-ce que moi, marque française, mais tu dis que tu le déploies en France, donc auprès d'acteurs français, est-ce que moi, marque française, j'ai intérêt à l'utiliser? Toi, en tant que marque française? Oui, marque française en France pour toucher un public chinois, par exemple, de tourisme. Par exemple, si tu as un réseau de boutiques, oui, effectivement. Par exemple, si tu as un réseau de boutiques, si tu intègres Alipay, tu peux du coup t'adapter aux consommateurs chinois. Et je te dis, les touristes chinois ont plus tendance à aller dans les boutiques qui acceptent le paiement Alipay pour pouvoir acheter avec leurs habitudes normales. Donc c'est là où ils peuvent, même quand ils préparent leur voyage, ils peuvent voir via l'application Alipay les lieux, les quartiers dans les lesquels... points de vente qui acceptent le paiement Alipay. Voilà. Exactement. Donc oui, c'est pour ça que le déploiement est important et je pense qu'en tant qu'acteur français, tu as tout intérêt à accepter Alipay. Sur AliExpress, par exemple, la partie paiement est également endorse Alipay puisque c'est une plateforme. Voilà. Donc c'est vraiment un nouveau moyen, tu soulignais pour l'Afrique, mais c'est vrai qu'en Chine, c'est effectivement le parallèle est le même dans le sens l'utilisation du paiement mobile est définitivement 100% là. Et donc c'est important que dans le reste du monde, comme une grande tendance qui se déploie, tu l'intègres aussi en tant qu'entreprise française. Je pense qu'il n'y a pas trop de questions là-dessus. Pour bien comprendre la différence entre AliExpress et Tmall, Tmall est à destination du marché chinois et AliExpress à l'international. Exactement. Tmall est une plateforme sur laquelle tu commercialises ta marque pour toucher les consommateurs chinois. Et AliExpress est présent dans 200 pays dans le monde. Donc, quand tu vends sur AliExpress, tu touches une audience, un public international. Ok. Comment est-ce qu'on fait pour entrer sur AliExpress ? Alors aujourd'hui, comme je te disais, c'est vrai qu'AliExpress, ça existe depuis 10 ans. On a fêté 10 ans cette année, et on a une équipe en fait qui a rejoint Alibaba France physiquement, donc depuis à peu près 2 ans. L'idée étant vraiment de pouvoir justement faciliter ce onboarding aussi de clients français sur la plateforme. Donc moi je te dirais qu'aujourd'hui on est aux prémices et la volonté c'est vraiment de le développer, de pouvoir accueillir de plus en plus en fait d'acteurs français, de produits français et d'acteurs français sur la plateforme. Donc on commence. Donc c'est comme tout premier pas sur une marketplace, c'est de nous contacter et de voir si effectivement tu es aujourd'hui apte à rentrer dans une marketplace techniquement parlant, et quel produit tu veux vendre et ton catalogue produit, le nombre de produits que tu as dedans, dans quel est-ce que tu fais déjà au nom du e-commerce, c'est important pour savoir si tu peux effectivement te plugger rapidement, ou est-ce qu'il faut commencer dès le départ et de repenser ton organisation pour faire du e-commerce sur une marketplace. Donc, admettons que j'ai déjà la maturité pour rentrer sur la marketplace. Il y a une adaptation technologique, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Alors, pour AliExpress, c'est comme tous les marketplaces. Une fois que tu es apte, il faut te plugger sur le flux. Par contre, ce que j'ai souligné tout à l'heure, c'est par rapport au fait de t'adapter par rapport à Tmall plutôt. C'est-à-dire quand tu vas exporter à l'international, il y a toute une phase aussi où il faut que tu trouves un partenaire, on va dire, pour t'aider à plugger tout ça sur la marketplace. Donc c'est valable, on va dire, sur toute transformation dans une entreprise qui va sur du e-commerce. Si tu fais déjà du e-commerce toi
même sur ton propre site, c'est une chose, puisque on va dire, tu as déjà plus l'habitude de gérer les flux, les livraisons, etc. Après, et les paiements, et quand tu vas sur une marketplace, il faut adapter ton organisation et ton système, ton infrastructure derrière pour pouvoir effectivement gérer ce flux, mais sur une plateforme qui n'est pas la tienne, on va dire. Donc que ce soit le paiement, que ce soit la partie livraison, que ce soit la partie retour produit également, qui est important. Donc c'est les mêmes challenges, on va dire, que toutes les marketplaces. En revanche, AliExpress, c'est pour les 200 pays dans le monde, alors que Tmall, c'est pour la Chine. Et donc pour la Chine, ça veut dire traduction de toutes les fiches produits, par exemple, en chinois, pour un exemple très concret. Ce qui nécessite un peu de travail en amont et de préparation surtout. Quels sont les locomotives de la galaxie, l'écosystème Alibaba? Alors, juste pour avoir un ordre de grandeur ou comprendre en tout cas ce qui pèse le plus dans la... Alors aujourd'hui, je pense que ce qui pèse le plus dans notre chiffre d'affaires, c'est effectivement nos marketplaces, les revenus qui sont générés par nos marketplaces. B2C comme B2B, donc Alibaba, AliExpress, c'est ça? Alibaba.com, AliExpress, ouais. Tmall, Lazada, donc qu'on a mentionné assez rapidement, qui nous permet en fait de couvrir tout l'Asie du Sud-Est. Voilà, donc c'est plutôt ces marketplaces. Et on en a beaucoup d'autres, hein. On a Made.com, on en a énormément, qui sont chacune spécialisées aussi dans des secteurs ou dans des catégories spécifiques. Ça, je pense que le revenu vient beaucoup de là. Aujourd'hui, cette année, on va dire en 2020, il y a une activité effectivement qui a vu une certaine accélération. C'est évidemment la partie Alibaba Cloud. Donc toute la partie infrastructure technologique, sur laquelle évidemment, comme on a tous été touchés par la pandémie, le télétravail, les infrastructures, le déploiement des infrastructures techniques des entreprises a vu notre activité aussi accélérer là-dessus. Compris. Si je reviens sur un exemple que tu as donné tout à l'heure, un use case qui était KeyLive, on prononce comme ça? Alors, il faudrait demander aux gens de Auchan, etc. Mais moi, je le prononce comme ça, oui. Bon, admettons donc KeyLive, qui est une marque d'Auchan, c'est ça? Oui. Ok. Tu peux nous en dire un peu plus sur leur expérience et la manière dont ça s'est passé, les retours qu'ils ont eus? Alors, effectivement, KeyLive est une marque en fait qui a été commercialisée sur AliExpress assez rapidement. Ils ont tout de suite adopté donc les outils dont on a parlé un peu plus tôt, qui est la partie live streaming. Donc, ils ont fait un live streaming quand ils ont lancé leurs produits. Ils ont aujourd'hui il me semble que c'est cet été qu'ils l'ont lancé. Hein. Donc ils ont fait un live streaming pour faire ça et aujourd'hui ils sont distribués via AliExpress dans tous nos pays. Que te dire de plus à part que cette boutique où on essaie de voir un petit peu comment ça se développe et travailler avec eux sur justement s'adapter en fait à leur nouvelle stratégie marketing. Je pense que ça leur donne la possibilité de s'ouvrir encore une fois à des leviers de croissance beaucoup plus importants puisqu'aujourd'hui ils étaient essentiellement vendus en boutique. Donc et l'avantage, j'imagine, d'AliExpress dans ces 200 pays, c'est comme tout, hein. Il faut être présent là où son consommateur, là où on veut viser son consommateur. Donc ça permet d'accélérer certainement ce déploiement à l'international sur une population qui d'ailleurs utilise AliExpress à l'international. Est-ce que c'est des diasporas, des communautés chinoises, ou c'est tout le monde? C'est tout le monde, pas du tout. Enfin, dans le sens où AliExpress, par exemple, le marché français est un marché assez important pour AliExpress, puisque aujourd'hui, on touche en fait des consommateurs français assez jeunes qui cherchent des produits un peu innovants, qui sortent un peu de l'ordinaire, assez tendance aussi. On l'a beaucoup vu et du coup, ça leur permet, donc ça nous permet aussi de toucher ces consommateurs-là. En Russie, on est extrêmement développé, donc tous les consommateurs russes, par exemple, c'est un vrai potentiel aussi pour les marques françaises qui arrivent sur la plateforme AliExpress et qui sont habitués, on va dire, aux outils d'AliExpress, à son application, qui est quand même une autre marketplace et une application digitale particulière. Je sais pas si tu utilises AliExpress, toi? Oui. Oui, j'ai des copains qui ont dépensé beaucoup d'argent pendant Michael, si tu nous écoutes, qui ont dépensé beaucoup d'argent pendant le Global Shopping Festival. Je l'ai juste sur AliExpress, ouais. Tu vois, si
pouvais partager son expérience. Il y a des jeux qui sont mis en place en amont. Enfin, moi, je sais que voilà, tu peux nourrir une plante, tu peux avancer pour continuer en fait cette expérience de Shop Entertainment. Donc sur la plateforme d'AliExpress, au-delà, je veux dire, d'acheter des produits, tu as aussi une vraie animation qui se fait régulièrement. C'est pour ça que les gens passent énormément de temps sur ces applications. Il y a des live streaming en permanence. On a ouvert ce pop-up store, donc je te disais, à Paris, d'AliExpress il y a à peu près un mois, et on a montré les 300 produits les plus vendus sur la plateforme. Et les gens, tu vois, par exemple, rentraient dans cette boutique. L'idée, c'était qu'ils scannaient via AliExpress le QR code pour voir le produit, pour voir les tailles, les couleurs, et pouvoir les mettre dans leur panier d'achat et ressortir. On a également, on avait un corner de live streaming, AliExpress live streaming, qui nous a permis en fait de live streamer pendant 2 ou 3 heures ce jour-là, et d'organiser en fait aussi un marathon en amont de l'ouverture de ce pop-up store sur l'application. Donc les gens qui sont sur l'application AliExpress, en termes d'expérience, c'est aussi beaucoup de contenu d'entertainment, de live streaming, de gaming, voilà, pour pouvoir les toucher en permanence. Et donc les marques qui viennent vendre sur cette plateforme bénéficient en fait de toute cette animation aussi et y participent. Voilà. Les retours d'expérience sur ce pop-up store parisien qui était à Châtelet, je dis pas de bêtises. Tout à fait. Voilà. Ouais. Exactement. Pardon. C'était pendant 3 jours. Ouais. Comment ça s'est passé ? Extrêmement bien, dans le sens où on a eu des retours très positifs. J'étais impressionnée par le nombre de personnes qui avaient envie en fait de rentrer dans cette boutique. Et effectivement, je pense que c'était plus une boutique, comme je te dis, alors j'utilise le mot lifestyle, mais c'est vraiment une boutique où tu circulais, où tu pouvais, je te dis, voir les produits, mais surtout les scanner, regarder. C'est cette expérience en fait mobile et physique en même temps qu'on voit beaucoup en Chine, qu'on a pu transmettre en fait dans ce pop-up store. Et les gens ressortaient du coup avec les produits dans leur panier, mais étaient livrés directement chez eux et payés via leur mobile. Ils n'avaient pas besoin de passer par une caisse en sortant de la boutique, ou ils n'avaient pas besoin de regarder les produits. On n'avait pas besoin d'exposer les produits dans différentes tailles, dans différentes couleurs. Puisque c'était en scannant qu'ils pouvaient voir tout ce catalogue. Donc franchement, une belle expérience, un beau test pour nous, puisqu'on a déjà un beau test. En Espagne. Est-ce que du coup il va y avoir des boutiques ? Je crois qu'il y avait une boutique en Espagne, non, qui avait ouvert. Alors on en a 2 à Madrid. Ouais, on a 2 en Espagne qui ont ouvert. Alors l'idée c'était de faire un premier test avec cette boutique et de voir ce que ça allait donner. L'objectif n'est pas d'ouvrir un réseau de boutiques, mais c'est de vraiment s'adapter aussi aux besoins des consommateurs dans chaque pays. Donc voir un peu comment ça avance. Aujourd'hui, on en est vraiment aux prémices, comme je te disais, du développement d'AliExpress localement en France. Donc c'est quelque chose qu'on pourra considérer effectivement, mais pas tout de suite. Pour l'instant, c'est pas la priorité, je pense. Compris. Merci infiniment. Pour ouvrir sur la fin de cet échange, j'ai plusieurs questions. La première, c'est ça me paraît énorme d'appréhender toutes les possibilités offertes par le Alibaba pour aller attaquer le marché asiatique ou international via AliExpress et les 200 pays dans lesquels on peut acheter. Quel est ton rôle, toi, en France ? Alors, mon rôle, moi, en tant que directrice marketing communication, mon premier rôle... Parce que ça reste une petite équipe et ça reste, j'ai l'impression, une tâche énorme. Alors, effectivement, ça fait un peu tourner la tête, c'est un vrai challenge. Je pense que quand j'ai rejoint Alibaba il y a 4 ans, je te le disais en intro, ça ne m'a pas déçu, en tout cas, en termes de challenge et de ce que j'attendais. Mon rôle, c'était d'abord de faire comprendre cet écosystème, de faire comprendre aux entreprises françaises l'opportunité. D'abord, le fait qu'on soit là physiquement près d'eux et qu'on pouvait leur expliquer ce qu'était Alibaba, le groupe, les opportunités en fait qui s'offraient à eux, mais aussi l'échange. On a beaucoup écouté. Je te dis, quand on a ouvert cette plateforme Luxury Pavilion, ça vient aussi beaucoup des échanges qu'on a vus avec les marques de luxe à ce moment-là, d'un besoin. Donc c'est la proximité, je pense, qui est importante, et donc la partie éducation en fait de ce qu'est Alibaba, et la partie plus on va dire de compréhension de chacune des plateformes ou des services qu'on peut apporter ou d'accompagnement. Ça, c'est plutôt mon rôle. Voilà, depuis 4 ans. Ok, compris. Voilà. Et puis participer à des podcasts comme le tien. Très intéressant.
Et du coup, pour ouvrir un peu sur la fin de cet enregistrement, est-ce que tu as des tendances à venir? C'est quoi le e-commerce dans 10 ans en Chine? Est-ce que tu peux nous éclairer? Mon Dieu, si j'avais une boule de cristal. Non, alors honnêtement, je ne sais pas, mais je vais souligner quelque chose. En fait, pour moi, c'est aujourd'hui, je trouve que la suppression des intermédiaires, donc que ce soit les marketplaces, les paiements, enfin dans tous les domaines, et l'émergence de l'intelligence artificielle et des blockchains, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va révolutionner la façon dont on a un parcours d'achat où on vit en général, mais vraiment dans la relation, on va dire, marque consommateur. Et je pense que c'est vraiment quelque chose. Alors parce que tu me dis 10 ans, je te donne un truc vraiment lointain. Mais aujourd'hui, par exemple, moi je vois l'application simple, par exemple de l'intelligence artificielle avec le live streaming. C'est comment tu peux en temps réel, on l'a fait pendant le Double 11, traduire en plusieurs langues en même temps un live streaming. C'est quand même impressionnant de voir effectivement un live streaming. Là, je te parle et simultanément, avec l'intelligence artificielle, ça peut être traduit automatiquement. Voilà. Moi, je comprends, j'adore. Ok. Donc, imagine ce que ça peut donner dans 10 ans. Voilà. Laura, merci infiniment pour ton temps. C'était très intéressant, surtout pour moi pour moi ou d'autres d'ailleurs qui connaissaient mal l'étendue de la boîte Alibaba. C'est quand même, j'avais vu 117 000 employés, c'est ça dans le monde? Oui, on a un peu plus de 110 000 maintenant dans le monde. Oui. C'est assez incroyable. Vous ressentez alors, juste pour l'anecdote, on était 56 000 quand je suis arrivée il y a 4 ans. Donc x2 en 4 ans, quoi. Ouais. Exactement x2 d'ailleurs. Voilà. Ok. Laura, merci infiniment pour ton temps. Merci à toi. Je te souhaite bonne chance pour l'ampleur de la tâche qui t'attend et qui t'attend encore après ces 4 premières années. Merci à vous tous d'être toujours aussi présents pour ces enregistrements. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter lepanier.io pour ne rater aucun des principaux insights partagés par mes invités. Et je vous dis à très bientôt. Salut Laura. Salut, merci encore. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.